L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle solution durable? C'est autour de cette interrogation que la 10e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a réuni un large éventail d'acteurs, chefs d'État, experts militaires, représentants de la société civile, lundi et mardi dans la capitale sénégalaise. Alors pourquoi est-ce que cette rencontre est qualifiée de rendez-vous de la maturité au Sénégal? Non, vous savez, ça c'est le billage verbial. Moi, je suis de la société civile, je suis un élu, c'est-à-dire investi de la confiance populaire. Sauf que moi, mon langage aille plus directement, concrètement, pour essayer de conscientiser les populations. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on organise ce forum-là. Et à l'époque, il y avait le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui souffraient vraiment. Mais depuis ces 10 ans-là, est-ce qu'ils ont une fois aidé le Nigeria? Est-ce qu'ils ont une fois aidé le Niger? Est-ce qu'ils ont une fois aidé le Mali à l'époque? Ça fait 10 ans qu'ils existent. Aider en quel sens? Non, aider à trouver des solutions. Il a fallu des formes de révolution. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais il a fallu des formes de révolution pour retourner la situation en faveur de nos populations. Donc, ces genres de forums, c'est bien d'aller parler, c'est bien de dire, de faire des discours, mais il faut que dans les bureaux, on prenne les bonnes décisions. Donc, ce n'est pas un rendez-vous de la maturité? Non, ce n'est pas un rendez-vous de la maturité, d'autant plus que quand vous prenez, on venait de parler du Nigeria, le Nigeria, le Sénégal. Vous savez, le Nigeria qui a eu un accord avec la Turquie. Voilà. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a abrité. Alors qu'aujourd'hui, ces engins-là, je vous avais dit dans cette salle qu'il ne faut pas rester dans le bureau pour appuyer, mais ces engins-là ont besoin de GPS. Pourquoi est-ce que tout ce quota de pays de la CEDEAO, qui est l'idée par le Nigeria, parce que le Nigeria fait 50% de la CEDEAO, qui est l'idée par le Nigeria, avec le soutien du Sénégal et des autres pays, pourquoi ils ne lancent pas une satellite GPS pour pouvoir contrôler ces armes-là? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas une coproduction de l'armement? Puisqu'on vient d'en parler, que la solution à terme, ou bien à moyen, à long terme, c'est d'avoir sa propre ingénierie militaire, quitte à, toujours, on ne peut pas être en vase close, mais quitte à se renforcer avec les outils des autres, mais le minimum, le BABA, on doit l'avoir. On ne peut pas être là encore acheter des Kalachnikov, des PK-45 ailleurs, alors qu'on peut faire ça. Moi, j'étais invité à une cérémonie où la Turquie était venue au Togo ici. Il y a le président turc. Voilà. Erdogan. Là, ils sont venus plusieurs fois. Ils étaient à 12 ambassades en Afrique, aujourd'hui ils sont à 44. Ils étaient là à la Chambre du commerce, et c'est dans le cadre de la Chambre du commerce. On a vu des commerçants, des gens comme vous et moi, qui parlaient de vendre de l'armement. Est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur togolais, j'imagine même, est-ce que j'ai une fois rêvé vendre de l'armement? Non. On a toujours pensé que ce sont des choses très stratégiques qu'on ne peut pas faire, alors que c'est des choses que les gens commercent. Il faut juste suivre des règles. C'est pour dire que ces genres de forums qui rassemblent nos dirigeants, c'est une bonne chose, mais il faut prendre les bonnes décisions. Ce qu'on dit là en public... Les dirigeants, mais les acteurs de la société civile également. Oui, donc il faut qu'il y ait une synergie entre nos pays, véritablement, avec le Sénégal et les autres pays, pour coproduire ce dont on a besoin réellement. L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration, de souveraineté, quelle solution durable? Est-ce que c'est un thème ambitieux? Je crois que je suis journaliste, contrairement à mon co-débatteur qui est de la société civile. Moi, je suis tenu d'être dans l'information, non seulement ça, mais également de faire dans la critique objective. Vous savez, à un moment donné, il ne faudrait pas s'inscrire trop dans la victimisation en permanence. C'est-à-dire que... Non, moi je ne suis pas dans ça, j'exhorte. Non, je ne dis pas que vous l'avez dit. Mais la réalité, c'est que pendant longtemps, quand vous prenez les anciens accords que nous avons, que les États africains ont liés, et ont signé avec les anciennes colonies et tout ça, c'est qu'en réalité... Les anciens colonisateurs. Les anciens colonisateurs, c'est que c'est eux, beaucoup plus, qui produisaient notre propre sécurité. Voyez-vous. Mais jusqu'à quand? C'est nous-mêmes qui nous plaignons que l'Afrique est en retard, il faut ci, il faut ça. Mais à un moment donné, j'estime qu'il faut commencer par réveiller les consciences. Et je crois savoir qu'à la naissance de ce rendez-vous de Dakar, beaucoup étaient sceptiques par rapport aux idéaux que prônait
ce rendez-vous, mais je risque de ne pas me tromper que par exemple, quand vous voyez un peu la dynamique en cours dans les espaces de l'AES et tout ça, je crois que l'esprit est né quelque part de ce rendez-vous qui qui est né à Dakar. Parce que imaginez, rappelez-vous que l'initiative a été pensée, mûrie et a été mise sur le fonds baptismaux en 2013 et en 2014, c'était la première édition. Et c'était une rencontre qui a pour format de rassembler justement les chefs d'État et de gouvernement et surtout les partenaires au développement et les partenaires stratégiques. Je veux dire donc les Occidentaux. Et c'est autour de cette table-là que la partie africaine, en tout cas une partie des Africains, a commencé déjà par dénoncer les sensibilités de certains accords qui liaient les États africains aux anciens colonisateurs. Vous vous rappelez en 2016, à la 3e édition de cet accord, de ce forum, c'est à cette occasion où le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui était hier le chef de l'État, président de la République, aujourd'hui président du Conseil. Aujourd'hui président du Conseil, avait pris la parole pour dénoncer l'hypocrisie, n'est-ce pas, de la partie occidentale dans ce qui s'était passé en Libye. Et qui fait qu'aujourd'hui, ça a créé une sorte de bouillabaisse qui fait de l'Afrique subsaharienne la victime de cette situation. C'est-à-dire qu'on a parlé au nom de l'OTAN et on a débarqué dans un pays, on a tué le chef de l'État qui était le colonel Kadhafi à l'époque, au vu et au su de tout le monde. Et la communauté internationale s'est tue. Malheureusement, on a tué un homme, mais les conséquences directes, c'est que ça a laissé un boulevard ouvert aux armes qui circulaient et ça a nourri le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc c'est une thématique ambitieuse. Absolument. Et aujourd'hui, 10 ans après, je crois que quand ils ont surnommé ça le rendez-vous de la maturité, je crois que c'est le moment à jamais de faire une petite pause pour dire d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous sommes aujourd'hui et où est-ce qu'on peut parvenir. Quand on sait que d'une seule entité au départ, comme la CEDEAO par exemple, aujourd'hui on a 2 entités. L'AES est venue s'adjoindre, n'est-ce pas, à la CEDEAO parce que justement certains États ont accumulé des frustrations par rapport à ce qui se faisait hier. Et donc je crois que pour une fois, on doit aussi être capable en Afrique d'apprécier les bonnes choses. Parce que nous ne pouvons pas être là pour accuser éternellement les autres si nous ne sommes pas capables de créer quelque chose. Et je crois que c'est des initiatives comme ça qu'il faut apprécier à leur juste valeur parce que ça permet de nous retrouver entre nous, réfléchir du parcours qu'on a fait, où est-ce que nous voulons aller et quels sont les moyens dont nous disposons pour pouvoir parvenir à nos fins. Dans son discours, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé à une refondation des réponses africaines face aux crises sécuritaires et à un renforcement de la souveraineté du continent. Que comprendre? Non, je pense que ce que vous dites, ce que le président a dit est une très bonne chose, même si au prime abord, j'ai un peu corsé mon point de vue là-dessus, qui a été fort heureusement complété par mon cher ami. C'est vrai, il faut réfléchir, ça ouvre les esprits, c'est mieux qu'avant, mais il faut aller plus loin. Toutefois, avec l'arrivée de Diomaye Faye au pouvoir, avec M. Sonko, nous pouvons encore une fois leur laisser un peu le temps, leur donner le bénéfice du doute et espérer qu'à l'issue de ce forum, il y aura des décisions encore avantageuses pour Mais quand pour on le appelle pays. à une refondation des réponses africaines, qu'est-ce que cela c'est dire? Oui, c'est ce que nous disons depuis un certain temps, qu'il faut localiser, endogéniser les solutions. Et avant, le problème que nous avons, c'est que c'était un peu éparse. Quand tu es sous la coupole, quand ils sont proches de la Russie, ceux qui sont proches de la France ne veulent pas coopérer parce que, surtout, les anciens colons, les pays de l'OTAN, ils disent non, vous ne pouvez pas mélanger nos armements avec ceux de la Russie. On ne peut pas faire on ne peut pas être dans le même pavillon militaire avec la Russie. Vous savez, ce chantage-là ou bien cette forme de pression qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, quand les pays de l'AES ont mis le pied dans le plat, les gens ont commencé par comprendre que si vous voulez aller trop loin,
ces pays-là sont capables de se retirer et de chercher d'autres solutions. Donc aujourd'hui, c'est sur les lèvres de tout le monde de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Même au forum du Togo qui vient de finir, dont on peut dire que l'autre est la suite logique, ou bien quand bien même c'est plus ancien que celui du Togo, vous avez vu les pays sahéliens, on lui a discuté avec la CEDEAO. Le forum de Lomé. Le forum de Lomé. Là aussi, on a parlé des mêmes choses. Vous ne pouvez pas définir des stratégies pour le Sahel sans les Sahéliens avec vos conditions. Non, tu parles du forum de Lomé sur la paix et la sécurité ou la nouvelle stratégie. Non, je suis en train de dire que cette forme de vouloir africaniser les solutions, de prendre des solutions endogènes, des solutions face aux crises sécuritaires, pensées par les Africains, entre les Africains, cette forme de réflexion-là devient monnaie courante. Et qu'avec le Forum du Togo, on a ressenti les mêmes choses. Donc, ce que le président du Sénégal est en train de dire est une bonne chose, est une continuité de la façon de penser aujourd'hui. Donc, il va falloir, après le forum, véritablement prendre des décisions sérieuses et co-construire la sécurité. Même si certains sont avec les Russes, d'autres avec les Turcs, d'autres avec les États-Unis, nous demeurons des Africains. Quels qu'en soient les cas, nous devons penser nos solutions et trouver des solutions ensemble et ne pas accepter le diktat des forces étrangères pour nous garder et fragmentés. On doit être unis. Oui. Pour appuyer un peu ce qu'il dit, vous savez, l'initiative de Dakar, moi je la trouve assez pertinente dans la mesure où elle constitue un peu une sorte d'université. C'est-à-dire que c'est le Sénégal qui a accouché l'enfant, mais qui appartient à toute l'Afrique. Voyez-vous, c'est un peu ça le schéma qu'on peut faire de l'initiative de Dakar. Vous savez, par le passé, on a en face des partenaires stratégiques qui nous vendent de l'armement et on n'a pas droit de regard dans les différents partenaires qu'eux, ils ont. Or, il se trouve que, par exemple, sur le continent africain, on a des États qui sont attaqués par des groupes armés. Et donc, moi, en tant qu'État, si vous voulez que je commercialise avec vous, je dois avoir aussi mes principes. Et c'est entre autres idéologies que Dakar est en train de construire. C'est-à-dire quand on prend par exemple la Turquie, ça c'est des choses que beaucoup ne disent pas. La Turquie, spécialisée dans la fabrication, dans la vente de l'armement, vend des drones, à beaucoup d'États africains, dont le Togo. Mais au même moment, la Turquie vend des drones également à la RDC. Et au même moment, au M23. Vous imaginez? C'est-à-dire que ça voudra dire que quelque part, ce partenaire ne cherche que ses intérêts. Financiers. Ses intérêts financiers. Maintenant, l'initiative de Dakar vise à faire comprendre aux partenaires stratégiques que oui, vous voulez bien nous vendre position. Voilà. C'est-à-dire que vous allez nous vendre de l'armement, certes, mais voilà moi aussi mes impositions que je fais. C'est-à-dire que, par exemple, pour la RDC, l'État de la RDC peut dire vous allez me vendre de l'armement, mais à condition que vous ne vendez pas au groupe rebelle M23 qui m'attaque. Si vous êtes d'accord, on se lance dans l'aventure. Si vous n'êtes pas d'accord, on considère que vous ne cherchez que votre propre intérêt. Donc, vous n'êtes pas un ami, mais un ennemi. Donc, mais quand on n'a pas ce carnaval-là dans lequel on marche, tout partenaire va débarquer en Afrique, va faire son business comme il veut. Le plus important pour lui, c'est de se tirer d'affaires, c'est d'avoir l'argent et puis il repart. Mais quand il repart, c'est deux frères qui se battent à mort. Aujourd'hui, c'est ce que le forum de Dakar... Absolument. Quand vous fouillez un peu l'idéologie, la philosophie, quand on dit coproduire la sécurité et la paix en Afrique, et l'Afrique doit parler de la paix par elle-même, je crois que c'est tout ça là qui sont mis ensemble justement pour amener l'Afrique à parler le même langage. Ces dernières années, donc, le continent a été confronté à de multiples crises qui sont liées au terrorisme, au conflit armé, à la cybercriminalité. Quel est pour vous le dénominateur commun de ces crises? Le dénominateur commun, d'abord, disons que c'est la pauvreté. Ça, il faut le dire, le sous-développement. Parce qu'on vous dira que généralement, les groupes terroristes et tout ça, moi je vous fais une confidence. J'ai discuté avec un casque bleu ou un agent de casque bleu qui a été en mission
au Mali. Et au cours de nos discussions, je parlais des ennemis invisibles. Et il me disait, mais tiens, qui vous dit qu'ils sont invisibles? Que en tant que casque bleu, eux, ils savent ce qui se passe sur le terrain. C'est des gens connus. Vous les connaissez comme ça, parfois, ils discutent avec eux, mais vous ne comprenez pas pourquoi les conventions interdisent de les attaquer. Vous comprenez? Et souvent, c'est des natifs du pays qui ont malheureusement été enrôlés par ces puissants lugubres, ces forces lugubres qui opèrent. Et donc, j'estime que si les gens, les pays ont développé des politiques de gouvernance qui font que les gens se suffisent, je crois qu'ils ne vont pas se laisser, comment ça se dit, enrôler par ces gens-là pour pouvoir faire du mal à leur propre territoire. Donc, pour Magloire, c'est la pauvreté en premier lieu. Entre autres, en premier lieu. Non, la pauvreté peut être un contexte justificatif, mais la pauvreté n'est pas la base. Ce que nous voyons aujourd'hui avec les connaissances qui sont accessibles aujourd'hui et avec les langues qui se délient au niveau même des gouvernements, de ceux qui ont déjà eu à exercer le pouvoir en Afrique, nous pensons aujourd'hui, à la suite des panafricanistes, que c'est des choses qui sont entretenues. C'est des choses qui sont entretenues. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, comment se fait-il que ces groupes terroristes arrivent à avoir plus d'armement que nos États? Et que l'ancien président du Niger disait même qu'il a peur de ces groupes terroristes parce qu'ils ont plus d'armement que toi. Alors que toi, tu es même assis sur des richesses immenses. Vous comprenez? Donc, c'est des gens qui sont entretenus, qui sont payés. Et vous avez vu comment on a déstabilisé. Donc, ce n'est pas juste la pauvreté. Non, ce n'est pas juste la pauvreté. La pauvreté permet de recruter. Mais on a constaté aujourd'hui que c'est des gens qui sont bien payés, qui sont bien entretenus par certaines forces. Et pas forces seulement étrangères. Et des forces étrangères, surtout à travers, des fois, des multinationales. Parce que quand il y a la guerre, nos États leur cèdent beaucoup plus sur les... Je suis d'accord avec... Et ils passent par quel port aussi? Ils convoient les armements par quel port? Pourquoi Est-ce que les forums de Lomé, de Dakar, forums d'anciens chefs d'État arrivent à déceler la vraie cause de cette... Je crois que oui. Aujourd'hui, avec l'AES... Je crois que oui. Parce que, vous savez, depuis ces dernières années, quand vous voyez un peu les différentes politiques que les États font asseoir dans la dynamique de lutte contre le terrorisme, on introduit ce qu'ils a, par exemple, au Togo, on parle du purisme, des politiques qui accélèrent le développement communautaire. Parce que les États se sont rendus compte que c'est parce qu'on a des populations à la base qui souffrent, qui manquent de rien, de tout et de rien, qui deviennent vulnérables. Et donc, quand ces types arrivent, ils ont une certaine facilité de les enrôler. Et donc, pour nous, la meilleure manière de lutter contre le terrorisme, c'est d'abord de commencer par accélérer le développement au plan communautaire. Et donc, malheureusement, je pense que ce n'est pas la solution. Mais tu laisses le finir. Oui, parce qu'en réalité, quand il dit que c'est les puissances qui cautionnent et tout ça, on est peut-être tous d'accord. Mais vous êtes aussi d'accord que moi, que ce ne sont pas ces gens-là qui opèrent sur le terrain. On dit tout... comment ça se dit? Tout menteur ne vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si je veux l'enrôler comme ça. Ça voudra dire que quelque part, les gens peuvent beau avoir l'ambition. Tout flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. C'est-à-dire que les gens peuvent beau avoir l'ambition de fragiliser le continent en cautionnant ces gens. Mais s'ils ne trouvent pas des bras armés sur le continent, ils ne pourront pas. Parce que déjà leur coloration et tout ça ne leur permettrait pas de descendre sur le terrain et opérer. Mais malheureusement, quand vous prenez les gens de l'AES qui ont vraiment une politique active dans la lutte contre le terrorisme, quand ils utilisent les drones, tout ça, pour neutraliser les groupes terroristes, vous voyez que c'est des frères africains. Vous voyez clairement que c'est des frères africains. Il est très rare de voir qu'on tue des terroristes et que parmi eux, il y ait des blancs. C'est souvent les cerveaux, les gens qui forment. Et je me rappelle qu'en Centrafrique ou au Tchad, on a capturé un occidental comme ça qui est dans l'opération, dans la formation. Mais généralement, c'est nos frères africains qu'ils exploitent. C'est pour ça que je dis que c'est la pauvreté. Et parce que
quand quelqu'un trouve du job à faire, tu es occupé du matin jusqu'au soir à travailler, qui va te recruter pour faire quoi? Pour faire du mal à ta propre communauté? Je crois que c'est pour ça. Et je me réjouis. Parce que si nous sommes dans cette situation, c'est la faute à nos dirigeants africains. C'est la faute parce qu'on a l'impression comme chacun se bat pour se retrouver à la présidence de la République ou se retrouver Premier ministre, je ne sais pas quoi. Et ça s'arrête là. On oublie carrément qu'on est élu pour gouverner un peuple, pour servir un peuple, pour travailler à ce qu'un peuple puisse s'épanouir. Mais quand on parvient à ce niveau, c'est qu'on oublie carrément la masse. Et quand ça est comme ça, les gens se sentent oubliés. Mais quand on se sent oublié, on est devenu vulnérable. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité en Afrique, l'Africa Forum pour les anciens dirigeants, les rencontres sont aussi importantes les unes que les autres. Mais est-ce qu'elles arrivent à accoucher des actes à la hauteur des enjeux? Oui, vous savez, il a dit tout à l'heure, il faut réfléchir, il faut vulgariser une certaine forme de pensée pour que d'autres puissent s'en saisir et les appliquer. Donc, lui et moi, on dit pratiquement la même chose. Vous complétez. On se complète. Moi, je mettrais plutôt la faim et les problèmes de famine, les problèmes de conditions de vie en seconde position. Permettez qu'on se rappelle, qu'on se rappelle de Pascal Lissouba. On sait comment Pascal Lissouba a été au Congo-Brazzaville, a été évincé du pouvoir. Il a écrit même un livre là-dessus. J'ai eu la chance de lire ce livre-là. Donc, après, on sait comment ça se passe dans les autres pays, en RDC. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent nous déstabiliser et qui profitent en second lieu des conditions de vie des populations. C'est la suite logique de la stratégie de colonisation. Quand on colonisait, ceux qui ont lutté contre Béhanzin, ce ne sont pas que des blancs. Il y a 2 ou 3 blancs. Le reste, ce n'est que des colonnes africaines. Ceux qui ont lutté contre Samori Touré, ce n'est que des frères africains. Donc, il va falloir qu'on nous rééduque pour qu'on comprenne ces genres de choses. Donc, la multiplicité de ces forums, c'est bien. Sur la paix et la sécurité. Sur la paix et la sécurité, c'est bien. Aujourd'hui, ils ont la main forcée par l'AES, par l'irruption de l'AES. Parce qu'avec l'AES, vous êtes maintenant obligé de tenir un langage de vérité. Pas plus tard qu'hier, l'envoyé de l'Union africaine au Burkina Faso a reconnu publiquement des avancées. C'est un président en particulier, et le président Évariste Ndayishimiye. Il a reconnu et félicité le capitaine Ibrahim Traoré pour les avancées qu'il a pour son pays. Avant, c'est des choses qui se disaient sous cap. Et avant, c'est des choses que vous ne pouvez pas mener ce combat seul. Aujourd'hui, avec la présence de l'AES, ceux qui ont encore de bonnes relations avec les Occidentaux leur disent si vous continuez comme ça, avec la poussée de nos populations, avec la poussée de l'éveil populaire, on risque de chuter avec vous. Alors, on sera obligé d'aller dans les sentiers tracés par l'AES. Donc, c'est bien que ces forums se multiplient, mais qu'on ne reste pas seulement dans ces amphithéâtres pour les discours. Heureusement qu'il y a l'AES maintenant pour leur montrer la voie. Vous voyez, on a parlé du Nigeria, on a parlé des autres pays, de la crise et consorts. Mais dans les pays de l'AES, j'ai suivi hier le ministre nigérien de la Défense. Il a étalé un certain nombre d'actions qu'ils font avec la communauté, avec les équipements. Donc, les solutions sont réelles. Il ne faut pas aller s'attaquer d'abord à la fin. Il faut s'attaquer à ces djihadistes-là, qui les financent ou par quel port leur armement passe. Ça passe dans les valises ou bien dans les conteneurs de ces multinationales qui ont les laissés passer. Donc, il faut aller... laisser de côté la pauvreté. Non, ce sera en seconde. Non, ce sera en seconde. On va y travailler aussi, mais la cible, c'est vraiment... La cible première, c'est ces groupes terroristes. Et aussi, comme mon collègue l'a dit... Dans les financiers même de ces groupes terroristes. Il faut les dénoncer. Comme mon collègue l'a dit, l'Union africaine, ou bien à l'issue de ces forums-là, l'Union africaine, la CEDEAO, peuvent décider de sanctionner les sociétés industrielles militaires là, de la Turquie, des États-Unis, tous ces gens-là qui vendent les armes en Afrique. On connaît. Il y a la traçabilité au Congo. Quand Donald Trump a voulu taper du poing sur la table, il l'a fait. Donc, il va falloir
on n'attend pas seulement que les États-Unis, l'Occident nous donnent des sanctions, mais que l'Afrique, la CEDEAO également donne des sanctions à ces sociétés-là et à leurs États pour leur dire, mais si vos sociétés, figurez-vous, ce sont des sociétés d'État en plus. En tout cas, on nous dit que ce sont des sociétés privées, mais qui ont des taux de participation de leur pays à forte dose. Donc, ce sont des sociétés parapubliques. Donc, il va falloir leur dire, si vos sociétés-là continuent pas à vendre les armes pour entretenir des conflits en Afrique, nous serons obligés de couper les relations avec vous. Et s'ils le font ensemble, soit au niveau de la CEDEAO, soit au niveau de l'Union africaine, j'espère que ces gens-là qui sont les sponsors des terroristes vont retrouver la raison. Tu es d'avis rapidement, nous sommes pris par Oui, le temps. oui, je suis d'avis et moi je me réjouis que l'Afrique en parle, s'éveiller et se réveiller. Donc c'est un rendez-vous de la maturité Absolument, au et c'est ce qui est Sénégal. important. Nous revenons après cette tranche de l'information dans Regard Croisé.